Très chers amis, très chers compatriotes, je profite encore de cette occasion pour nous rappeler de l'état dans lequel on veut toujours nous maintenir, qui est l'état de sous-tutelle. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour remédier à ça? Nous ne pouvons pas continuer à vivre sous la tutelle de l'ONU, vivre dans des contextes de conflits armés. Ce n'est pas normal. Nous devons prendre une décision finale de nous libérer de ces liens-là, de ces chaînes-là qu'on nous met tout le temps. Voilà pourquoi je dis, nous, en tant que Congolais, où que nous soyons, nous sommes appelés de sortir de l'état de sous-tutelle. Les Congolais sont appelés de toute urgence, toute affaire cessante, de se réapproprier leur milieu de vie ou l'espace leur destiné depuis la nuit des temps. Car la réalité est telle que le peuple congolais se retrouve seul, confronté à un complot ourdi et international en même temps. Voilà pourquoi ils doivent se battre et ne compter que sur eux-mêmes. Ils doivent se prendre en charge, comme on dit. Et ne compter sur personne d'autre en menant des actions de grande envergure de manière gravissime et grave, cessant de se lamenter, de se sous-estimer ou prendre tout ce qui leur arrive à la légère comme normal. Nous devons reconnaître que le peuple congolais a la capacité de bouger les choses et de réécrire à nouveau une nouvelle page de l'histoire contemporaine moderne, mais il lui faut lire son espace et bien l'occuper. Quand je dis lire et bien l'occuper, c'est-à-dire qu'il doit être capable de maîtriser et de contrôler son espace, tout temps économique, environnemental, territorial, international, national, etc., etc., et rien d'autre. Donc pour remédier à ça, il doit être capable de maîtriser et contrôler son espace, tant économique, environnemental, sécuritaire, territorial, national, etc., etc. Qu'est-ce que l'on veut dire par son milieu ou son espace? Nous voulons tout simplement dire que son milieu doit être entendu comme sa structure de l'esprit, sa congolité, congolité nabino, c'est-à-dire son entourage, sa nature, ses rapports qu'il entretient avec ses concitoyens, ses compatriotes, son habitat, globalement parlant, son environnement, son univers. Chez les Chinois, ils disent une sorte de voie de la sagesse, de philosophie et d'action qui tient compte de tous les facteurs environnementaux. C'est ça les Chinois. Ils n'ont complexe de rien. À l'heure actuelle, tous les États du monde cherchent à consolider leur espace vital en se dotant de leurs propres satellites afin de contrôler et de vérifier au plus tôt et au plus mieux leur environnement, de manière à chercher par où est-ce qu'ils peuvent être bombardés ou ciblés par les forces du mal. Alors que les Congolais de la République démocratique du Congo continuent de rêver et d'être maintenus dans l'occupation et l'état de sous-tutelle, ainsi que des conflits armés caractérisés par la population prise en otage. Je le répète nuit et jour, la population congolaise est prise en otage comme bouclier humain. Pays producteur de cobalt, de l'uranium, élément de base à la fabrication de l'arme nucléaire, mais comment jusqu'à aujourd'hui la RDC n'arrive pas ou peine à se doter de toutes les armes de destruction massive de toute catégorie pour pallier à sa défense, qui accuse toujours des lacunes graves et inacceptables. En effet, la communauté internationale ne doit pas ou faire l'affaire des 4 ou 5 pays seulement qui siègent au niveau du Conseil de sécurité. Non, la communauté internationale, c'est tous les pays réunis. Et quand on prend des décisions au niveau de l'Organisation des Nations Unies, tous les États doivent être consultés. Avant tout.
à l'heure de la mondialisation et que la réforme de l'ONU s'impose à tout point de vue. Comme l'avait recommandé Boutros Ghali, qui était un ancien chef d'État, chef secrétaire général des Nations Unies. Il avait réclamé, il n'est plus, paix à son âme, mais il avait réclamé depuis la réforme des Nations Unies, parce que ça ne reflète plus les aspirations du monde. Ça représente les affaires des mafieux qui prennent cette organisation en otage, et notamment le monde aussi en otage. C'est ça. Il faut songer à la réforme des Nations Unies, mais d'aucuns de ces 5 pays qui siègent au niveau du Conseil de sécurité ne veulent l'entendre de leur oreille. C'est ça la logique actuelle. Et le désir de passer à la réforme de l'ONU doit venir de toute la communauté internationale réunie, donc de tous les pays. Ce n'est pas seulement ces 5 pays-là qui doivent continuer à voter des droits de veto et tout ça, et d'imposer les gens. Non. Au jour d'aujourd'hui, l'État ne compte plus et ne dispose plus, ne pèse plus donc face à des organisations internationales, à des ONG, à des multinationales qui commencent aussi à réclamer une certaine portion du pouvoir. On le voit déjà. Des multinationales comme Sodexo, comme plein, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, c'est elle, normalement, qui commence maintenant à donner des ordres. Les États ne comptent plus. L'État-nation n'a plus de valeur. L'État-nation n'est plus le seul acteur, comme l'a dit Boutros Ghali. Et il serait intéressant de donner à ces acteurs nouveaux un espace afin qu'ils puissent aussi s'exprimer et à jouer leur rôle. C'est pratiquement inexplicable de voir que des pays comme le Rwanda et l'Ouganda, qui agressent la République démocratique ou qui a agressé la République démocratique du Congo, occupent ou continuent d'occuper un siège dans le Conseil de sécurité comme membre non permanent, alors que ce sont les mêmes États à qui vous demandez de négocier avec la République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas qu'il y a un piège là-bas. Et que, soi-disant que l'ONU réellement représentait l'aspiration de la communauté internationale. Pourquoi jouer à la politique de 2 poids 2 mesures? Ça ne va pas, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. D'où il faut se préparer à une nouvelle organisation des Nations Unies qui puisse répondre aux enjeux de l'heure et au contexte du moment. Il y a un facteur à élever ici, qu'il faut donner du temps au temps. Mais le temps, c'est le moment. C'est le moment qu'on doit prendre des mesures adéquates. D'où la réforme des Nations Unies, ça va être très important. Voilà pourquoi j'ai fait des recherches pour vous. Je suis allé même à dire un manuscrit très très important du professeur Patrick Tambédou, juriste international et il est du Martinique. Il est politologue, il est professeur de l'enseignement secondaire en anglais, militant de la RADDHO. Il a donné toutes ces descriptions ici. Il a ainsi insisté. Et les points sur lesquels il a insisté, j'ai trouvé cela très intéressant. Il dit quoi? Il dit qu'il y a un déficit démocratique interne au niveau du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale au niveau de l'ONU. Les insuffisances démocratiques internes de l'ONU le sont principalement au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale, dans la moindre mesure au niveau de l'Assemblée générale, pardon. Il y a un déficit démocratique interne au niveau du Conseil de sécurité. Et ça, je le reconnais. Le Conseil de sécurité comprend 15 membres, répartis en 5 membres permanents, notamment la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique. Et 10 membres non permanents, alors que ceux-ci sont élus par l'Assemblée générale pour 2 ans et renouvelables par moitié chaque année. Ceux-là sont inamovibles, c'est-à-dire intouchables, indéracinables, perpétuels, persistants, indéfectibles, solides, immuables, inébranlables, incassables, durs,
indéboulonnable, on ne peut pas les déboulonner. Donc, parce que directement institué par la charte elle-même. Vous voyez un peu le contraste qu'il y a ici. C'est grave. Conséquence des représentations inimaginaires et inégalitaires. C'est inégal. Inégal. C'est grave. Il n'y a qu'au niveau du Conseil de sécurité qu'on parle du droit de veto. C'est grave. Déficit démocratique interne au niveau de l'Assemblée générale aussi. C'est le cas. Ce qui, essentiellement, visait ici, c'est que les résolutions de l'Assemblée générale soient sans force obligatoire. En effet, l'Assemblée générale, en tant que seul organe plénière de l'ONU, est par conséquent seule structure à l'organisation où tous les États membres sont représentés et perçus comme étant le Parlement de l'ONU, voire le Parlement mondial. Voilà. Curieusement, ce forum dit mondial n'a aucun pouvoir décisionnel réel parce que vis-à-vis des États membres, il y a un contraste. Il y a contraste. Ces résolutions n'ont aucune valeur juridique, aucune force obligatoire. Elles n'ont qu'un poids moral et politique. Donc l'Assemblée peut décider, mais ça revient maintenant au Conseil de sécurité de statuer et de tout. Ils peuvent vous sanctionner, tout comme ils peuvent pas vous sanctionner. Un déficit démocratique lié au rapport entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale. Ce déficit démocratique se situe en double plan des décisions. Au plan décisionnel, par exemple. À ce niveau, les rapports entre l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité sont marqués par une primauté décisionnelle de celui-ci sur celle-là, sur plusieurs questions essentielles. C'est ainsi d'abord qu'il s'agisse de l'admission d'un État comme membre de l'ONU ou de l'exclusion d'un État membre, la décision du Conseil de sécurité s'impose à l'Assemblée générale. C'est grave. En effet, l'Assemblée générale ne peut admettre ou exclure un État que dans la mesure où cette admission ou cette exclusion lui a été recommandée par le Conseil de sécurité. Donc, cela prouve que le Conseil de sécurité doit être réformé. Ça ne doit plus constituer que 5 ou 6 États. Parce que la République démocratique du Congo, c'est le seul pays donateur des minéraux avec lequel on fabrique des armes de destruction massive, des armes nucléaires. Pourquoi pas la République démocratique du Congo peut occuper une place de marque au sein du Conseil de sécurité. Voilà pourquoi nous réclamons la réforme pure et simple de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies. Donc régionalement, ça ne représente plus quelque chose. Donc il faut qu'il y ait une réforme des Nations unies. À l'état actuel, vraiment, ça ne pèse plus. Les Nations unies doivent être réformées. Ça ne doit plus constituer une organisation des mafieux, des gens qui sont là, qui se réunissent et qui tablent pour bombarder les États, faire des guerres sans le consentement des autres États du monde. Non, on doit quand même faire la part de choses. Donc voilà pourquoi aujourd'hui j'ai insisté sur la sous-tutelle de l'ONU. L'ONU ne doit pas imposer à la République démocratique du Congo sa politique. Les Congolais doivent se prendre en charge. Nous ne pouvons pas toujours entendre du Conseil de sécurité. Nous ne siégeons même pas là-bas. Nous sommes seulement membres, c'est tout. Mais nous devons siéger au niveau du Conseil de sécurité. Ce n'est pas nos pays agresseurs qui doivent siéger là-bas. Donc moi, je plaide pour la réforme de l'Organisation des Nations Unies. À l'état actuel, ça ne pèse plus, ça ne vaut plus tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne tient plus debout. Ils doivent quand même avoir quand même des voix qui s'élèvent pour demander la réforme et que le monde puisse vivre en équilibre. Parce qu'actuellement, on ne vit pas en équilibre. On ne vit pas à l'équilibre. Donc voilà le peu de messages que j'avais à passer aujourd'hui sur l'état de sous-tutelle de l'ONU. On veut bien, mais non, ça ne peut pas continuer. On doit demander la réforme de l'ONU et mettre un terme à des politiques d'exclusion au niveau seulement du Conseil de sécurité, alors que l'Assemblée générale est l'aspiration de tous les États du monde membres des Nations unies.
Merci beaucoup. On se retrouve pour la fois prochaine pour développer d'autres sujets avec vous. Au revoir.